Bonjour les amis. Alors, retour à la vidéo avec l'ami Bruno Guig que je salue, qui est déjà intervenu chez nous. Alors Bruno, il a plusieurs caractéristiques. Il a une caractéristique d'être normalien. Pour quelqu'un comme moi, c'est très prestigieux, hein. J'ai fait mes humanités, mais moins que lui. Et puis, je n'ai même pas essayé de rentrer à l'ENS. Soyons sérieux. Il a fait l'ENA. Alors ça, on pourrait lui en faire le reproche, mais non. En fait, je pense que c'était une trajectoire qui était utile et intéressante. Et il est aujourd'hui, je vais le qualifier de spécialiste de la Chine. Spécialiste de la Chine, il a beaucoup publié sur la Chine d'aujourd'hui, ouvrages et articles. Et à propos de ces articles, il est sur Substack aussi. Je vais peut-être faire une petite compilation, enfin les liens, hein, et envoyer à ceux qui sont intéressés par ces propos les liens permettant de les lire dans un certain ordre. Je pense que c'est assez important. Et donc, je lui ai demandé de venir aujourd'hui parce que dans le conflit mondial, parce que on est dans un conflit mondial, un affrontement, dans une contradiction principale. Alors je souris en le disant parce que contradiction principale, c'est un concept auquel je crois qu'il est très attaché, un concept qui a été mis en avant par Mao Tse-tung à juste titre. Et donc, dans cette contradiction principale qui est en train de structurer la marche du monde, la Chine joue un rôle extrêmement important, sinon décisif. Donc, savoir ce qu'est la Chine, savoir ce qu'est son système politique et économique, savoir si la Chine est un pays impérialiste qui serait dans l'affrontement avec l'hégémon américain sur la base de ce concept un peu fumeux du piège de Thucydide, ce sont des questions tout à fait essentielles, tout à fait essentielles. Donc on va essayer avec lui de poursuivre ce travail de réflexion et de vous proposer au fur et à mesure les informations, les analyses qui nous apparaissent utiles pour appréhender cette marche du monde. On entend beaucoup de choses. Bon, le conflit, il y a le théâtre ukrainien qu'on connaît, il y a le théâtre latino, et j'ai fait une petite vidéo publiée récemment sur le Venezuela, et il y a le théâtre du Moyen-Orient. Euh, euh, Produisent une information quotidienne, souvent confuse, voire chaotique, mais à certains moments, il faut prendre un petit peu d'altitude, un peu de sagesse pour essayer de replacer tout ça dans des rythmes et des temporalités plus importantes. Donc, je crois que l'information sur la Chine est une des données dans les semaines, mois et années qui viennent, siècle qui vient peut-être, hein, puisqu'on nous dit que le 21e sera le siècle de la Chine. Nécessité de cette information. Alors, j'ai proposé trois questions à Bruno. La première, c'est est-ce que la Chine, parce qu'on a beaucoup de retours, on a des vidéos, il y a les digital nomades qui se promènent, les touristes, on a beaucoup de retours sur la Chine et ce qui ressemble à un nouveau grand bond en avant, le précédent n'ayant pas été couronné d'un succès tout à fait éclatant. Et ça, c'est assez fascinant et c'est même un peu vertigineux. Je voyais ce matin je sais plus où, Twitter ou autre, une vidéo sur parce que c'est la fête du 1er mai et donc il y a une vacance d'une semaine, hein, je crois, autour du 1er mai et il y a des non pas des feux d'artifice, mais il y a des feux de drone. Mais c'est absolument fabuleux, quoi, ce qui sont. Nós é Oh só my no fim de God! semana, só rolê bom. Oh! Ela What a chega aí de tierna! sentando, Stop. eu faço bem, On. faço Et bem, j'y vais. faço bem, nós é só no fim de semana. 万剑归宗。血来！
My God, this is so cool. 我这个真的太震撼了，我靠！probablement dirigé par IA. C'est donc première question, qu'est-ce que ce grand bond en avant? Point d'interrogation. Deuxième question qui me semble très importante parce qu'il y a des débats autour de ça, est-ce quel est le régime, le système plutôt, pas le régime, le système économique et politique de la Chine? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un pays socialiste ou bien est-ce que c'est un capitalisme d'État et récemment, d'ailleurs, Bruno a fait une réponse écrite à Frédéric Lordon, qui, au cours d'une vidéo extrêmement importante et intéressante qu'il a délivrée chez Olivier Berruyer, a exprimé sa position sur le fait que c'était un capitalisme d'État. Il est loin d'être le seul à le dire. Donc ça, c'est le sens de la deuxième question. Quel est le système chinois aujourd'hui, socialisme ou capitalisme? Pose la question de façon sommaire. Et troisième question, c'est la Chine est-elle un pays impérialiste? C'est-à-dire que est-elle en train d'essayer de remplacer les États-Unis comme hégémon? Et je reviens sur Lordon, c'est un peu ce qu'il dit en disant un peu indirectement que la Chine souhaite que le yuan devienne, en remplaçant le dollar, la monnaie de réserve. Et quand j'ai répercuté ça à Bruno Guig, il a sauté en l'air en disant mais pas du tout, c'est absolument pas comme ça que le problème se pose. Bien, donc mon cher Bruno, première question, qu'est-ce que c'est que ce bond en avant? Alors, il faut bien voir que la Chine aujourd'hui opère, alors, sinon un grand bond en avant, industriel et technologique, du moins un gigantesque saut qualitatif. C'est-à-dire que le modèle économique qu'elle a adopté avec les réformes de Deng Xiaoping à partir de 1978 a porté ses fruits, la réforme et l'ouverture. Et on a aujourd'hui un système beaucoup plus autonome, beaucoup plus performant que, évidemment, le système antérieur qui avait dû débarrasser la Chine de sa misère crasse. En gros, Mao Zedong a débarrassé la Chine vraiment de la misère dans laquelle elle croupissait, puisque l'espérance de vie des Chinois, par exemple, est passée de 1950 à la mort de Mao de 36 ans à 64 ans. Mais aujourd'hui, l'objectif du 15e plan, c'est 80 ans d'espérance de vie. Donc voilà, on a un saut qualitatif, c'est-à-dire une progression alors très importante à partir du début des années 2000 et qui s'est accélérée par la suite. Progression spectaculaire dans quel domaine? Dans le domaine effectivement industriel et technologique où là, c'est flagrant. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'expliquer peut-être quels sont les piliers de cette progression fulgurante dont, de manière descriptive, tout le monde a conscience. Il suffit d'aller un petit peu en Chine pour voir ce qu'il en est. Il suffit de voir les voitures qu'ils vendent, les infrastructures qu'ils construisent, etc., etc. Mais sur quoi repose la suprématie industrielle de la Chine aujourd'hui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que là, il y a des leçons à tirer précisément de ce qui est une grande réussite historique. La première leçon, à mon avis, le premier pilier de cette suprématie industrielle chinoise, c'est la planification stratégique. N'oublions jamais que la Chine est un pays dans lequel l'État est aux commandes de l'économie. Ce n'est pas la main invisible du marché, c'est la main de fer d'un État souverain et stratège qui est aux commandes, qui dirige en fait de haut, depuis les hauteurs stratégiques de l'économie, tout le fonctionnement de la machine. Cette planification stratégique, elle s'est traduite à travers les plans successifs, et notamment les deux derniers, le 13e et le 14e plan, et ça sera la même chose avec le 15e plan, 2026-2030, elle s'est traduite par des investissements massifs. La Chine est un pays qui a choisi d'investir beaucoup plus qu'il ne consomme, du moins dans un premier temps. Et on sait très bien que c'est par la priorité accordée à l'investissement qu'on, évidemment, dope la croissance et qu'on se dote des outils qui permettront ensuite de partager les fruits de cette croissance. Comment les Chinois s'y sont pris? Comment se fait-il que leur industrie soit aussi performante? D'abord, effectivement, elle bénéficie d'un avantage coût, une compétitivité prix.
qui s'explique par le fait que les intrants qui sont fournis à l'industrie chinoise sont bon marché. Pourquoi ces intrants industriels sont bon marché? Eh bien parce qu'ils sont fournis à l'ensemble de l'économie chinoise, et notamment à l'industrie, par des entreprises d'État qui n'ont pas pour vocation d'amasser du profit euh, en le distribuant à leurs actionnaires, puisqu'elles n'ont d'autres actionnaires que l'État. Donc l'État chinois a décidé, en contrôlant les secteurs clés de l'industrie lourde, l'énergie, les transports, les infrastructures, de fournir des intrants et des moyens de transport performants et bon marché à toute l'économie. Résultat, on peut acheter des voitures chinoises qui sont moins chères que les voitures fabriquées par les usines allemandes, parce que, effectivement, l'industrie qui est privée, hein, le secteur de l'automobile, c'est une industrie privée, bénéficie d'intrants bon marché fournis par des entreprises d'État. Donc c'est toute une planification stratégique qui s'est traduite par une politique des prix. Deuxièmement, évidemment, le coût de la main-d'œuvre. Mais si la main-d'œuvre chinoise est relativement bon marché, elle l'est beaucoup moins d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans, c'est pas tellement parce que les travailleurs chinois seraient surexploités. Ils sont pas plus qu'ailleurs. C'est surtout parce que la monnaie chinoise étant objectivement sous-évaluée d'au moins 50%, le différentiel évidemment entre la monnaie chinoise et une monnaie comme le dollar fait que quand on exporte des produits chinois sur le marché américain ou sur le marché européen, ils sont moins chers, puisque la monnaie chinoise est faible. Donc une politique de monnaie faible qui est une stratégie délibérée de dopage des exportations. Et la Chine n'a pu le faire que parce que c'est un État souverain, où la Banque populaire de Chine est évidemment aux ordres du gouvernement, et non pas comme c'est le cas dans l'Union européenne, où les gouvernements sont aux ordres des marchés financiers en réalité, qui pilotent indirectement la Banque centrale européenne. Autre pilier très important, ou plutôt autre façon de faire qui explique la suprématie industrielle de la Chine à mon avis, c'est que les Chinois ont réussi à trouver les moyens d'une synergie entre différents acteurs. Et ce sont les fameuses boucles d'apprentissage, comme disent les économistes. C'est-à-dire des sortes de clusters, comme on dit, de réseaux extrêmement denses qui associent des producteurs, des fournisseurs et des innovateurs. Le meilleur exemple, c'est DeepSeek. Comment une petite start-up qui a recruté les meilleurs ingénieurs des universités chinoises est capable effectivement de damer le pion à ses homologues américains. Autre élément important, mais là qui est un facteur exogène, c'est l'effet contre-productif des sanctions occidentales, qui ont joué le rôle en fait d'un formidable euh, stimulant pour l'innovation. Puisqu'on nous prive des produits de haute technologie que d'habitude on importait parce qu'on n'était pas capable de les faire, ben on va se mettre effectivement à nous-mêmes à faire ces produits. Et c'est l'exceptionnelle réussite de Huawei qui a réussi à créer son propre système d'exploitation parce qu'on l'a privé du système Android. Tout ça fait que la Chine aujourd'hui, elle a des entreprises, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, un secteur productif qui a accumulé une somme de savoir-faire absolument inédite dans l'histoire humaine. Les Chinois, ils sont capables de tout fabriquer. D'abord, rappelons quand même que la Chine, c'est 35% au moins de la production industrielle mondiale. Et que les projections sur 2030-2040 nous disent que ça sera peut-être même de l'ordre de 50%. Voilà quand même un truc qui est extraordinaire, un tour de force qui devrait susciter les commentaires de tous les observateurs quotidiennement. Comment se fait-il que ce pays, qui était dans le caniveau en 1949, aujourd'hui soit en passe de devenir à lui seul plus que l'usine du monde, le laboratoire du monde, puisque les produits évidemment qu'on fabrique en Chine sont dorénavant conçus et fabriqués dans leur immense majorité par des Chinois de mieux en mieux formés. Je compléterai cet exposé par une citation du PDG d'Apple, qui a dit il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de l'un de ses nombreux déplacements en Chine, où il a beaucoup investi, j'ai moi-même acheté mon MacBook, avec lequel je travaille en ce moment, en Chine. Bon, ils sont fabriqués en Chine. Et le PDG d'Apple a dit, mais si j'ai investi en Chine, ce n'est pas parce que les travailleurs chinois sont mal payés. Je les paye très bien, dit-il. Ça, c'est à vérifier. C'est surtout parce qu'ils sont très bien formés et que nulle part ailleurs, je n'ai autant de travailleurs formés. Ingénieurs, techniciens, ouvriers, etc. Ça, c'est intéressant. Or, qu'est-ce qui explique ce niveau de formation exceptionnel des Chinois? Eh bien, c'est le système éducatif chinois, mis en place laborieusement dans un premier temps, parce qu'on partait de très bas par Mao Zedong. Je rappelle qu'en 1949, on a 85% des Chinois qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Que fait Mao? Il réforme l'écriture pour que les gens apprennent plus vite les caractères, et il met tout le monde à l'école, et à sa mort en 1976, 85% des Chinois, qui sont pauvres, certes, voire très pauvres, savent lire, écrire et compter. Aujourd'hui, évidemment, on en est loin,
puisqu'avec le formidable développement des universités chinoises, que je connais un peu puisque je travaille avec l'une des universités de Guangzhou, Canton, en Chine, il y a eu évidemment un effort de formation colossal. La Chine est un pays qui produit énormément d'ingénieurs, de techniciens, etc. Pendant que les Américains, eux, forment des gens qui sont surtout destinés, pardonnez-moi, maître de Castelnau, à régler les litiges devant les tribunaux, puisque les États-Unis forment beaucoup d'avocats, tandis que la Chine, elle, forme beaucoup d'ingénieurs. C'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est la façon dont une planification stratégique organisée par l'État, sous la houlette du Parti communiste chinois, a mis en synergie tous ces acteurs, publics, privés, investisseurs, formateurs, travailleurs, pour créer effectivement un outil industriel, mais qui est unique dans l'histoire. La réussite chinoise, elle est sans précédent. Alors, j'ai une question, euh, pas une question, une précision. Euh, la Chine est toujours l'usine du monde, mais elle est aussi, je j'ai pas relevé ton expression, mais aussi le laboratoire, voilà, Laboratoire. le laboratoire du monde. C'est, j'ai vu passer un chiffre vertigineux, deux chiffres vertigineux, les brevets et Oui. ensuite les sommes consacrées à la recherche et au développement. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ça et en particulier comment cette recherche et développement se passe? Parce que j'ai l'impression toujours de façon parce que ce que tu viens de nous décrire, c'est finalement l'État, ça marche. Hein, on va en Ah parler oui. à Charles Le Gave, Oui, hein. oui, L'État, ça marche. oui, oui, Donc, oui, oui. c'était quelle démonstration extraordinaire donc de l'inanité du néolibéralisme. Mais ça, c'est le vieux dogmatique sectaire qui s'exprime chez moi. Donc, sur recherche et développement, euh, qui sont les acteurs de cette recherche et développement? Moi, ce que j'ai pu en voir, j'ai trouvé ça assez fantastique sur la coopération entre le monde privé, l'État, les collectivités décentralisées et naturellement les universités. Alors c'est une synergie effectivement où plusieurs acteurs mettent en commun leurs moyens, mais tout ça sous la tutelle de l'État. Il n'y a pas très longtemps, Xi Jinping avait réuni les représentants des principales entreprises de la tech chinoise. Un peu comme quand Trump réunit Elon Musk et les autres. Mais sauf qu'en Chine, c'est très différent. Parce que les géants de la tech en Chine, ils sont un petit peu la couture sur. Ils sont le petit doigt sur la couture du pantalon face à Xi Jinping. Parce que le pouvoir en Chine, on y reviendra, est détenu effectivement par le Parti communiste. Bon. Et pas par des détenteurs privés de capitaux. Donc tous ces géants de la tech, ils se mettent en ordre de marche en fonction des objectifs qui sont fixés par le plan. Alors le plan n'est pas évidemment déterminé dans ses objectifs de manière arbitraire par je ne sais quelle instance bureaucratique qui ferait n'importe quoi. Il y a une concertation préalable extrêmement fine avec tous les acteurs. On demande à ces entreprises de la tech ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles pourraient faire, qui irait dans la bonne direction. Et c'est à partir de ce travail préalable, cette planification stratégique, qu'on élabore, à ce moment-là, on met en œuvre des moyens. Or, il y a des moyens publics colossaux. La Chine investit. Mais quand je dis la Chine investit, ce sont des fonds publics qui sont investis non pas en pure perte, mais à des fins d'encouragement et d'incitation à l'innovation. Et l'innovation, évidemment, elle n'est pas faite par je ne sais quelle bureaucratie, elle est faite par des gens dont c'est la passion, dont c'est la formation, et qui ont envie peut-être aussi pour certains de se faire un peu d'argent. Il y a tout ça qui est mis en œuvre d'une manière, je dirais, dans une sorte de cercle vertueux où le public et le privé travaillent dans la même direction. Il faut rappeler aussi quand même, c'est important, surtout que depuis Xi Jinping est au pouvoir, que dans toute entreprise privée chinoise, il y a une section du parti, c'est obligatoire, et cette section du Parti communiste, elle veille au grain, si j'ose dire. Voilà, elle s'assure que on va dans la bonne direction, y compris d'ailleurs quant au respect du droit du travail, qui est un sujet extrêmement sensible en Chine aujourd'hui. On l'a vu récemment avec le débat sur les livreurs et où il y a une sensibilité de plus en plus forte de la population chinoise sur les conditions de travail. Ce qui n'a pas été le cas, faut le dire, dans les années 90, où on a lancé la machine économique là, comme une locomotive à pleine vitesse sur les rails, et puis on se soucie assez peu des aspects sociaux ou environnementaux. La Chine, de ce point de vue-là, a complètement changé. Alors, D'ailleurs, dernier point, l'un des secteurs où l'innovation technologique des Chinois a été remarquable, c'est évidemment le secteur des énergies vertes, de la lutte contre la pollution et tout ce qui contribue aujourd'hui à faire que quand vous allez à Pékin ou à Canton, ben, la qualité de l'air est bonne. Il y a une application sur Apple, sur l'iPhone, qui vous donne la qualité de l'air à l'endroit où vous êtes. Chaque fois que j'étais à Pékin ou à Canton, l'air était de bonne qualité et le ciel était bleu.
Alors, c'est peut-être pas tout le temps le cas, mais enfin, ça, ce sont des résultats concrets. Et c'est inscrit dans le plan. Dans le 14e plan, il était dit il faut éliminer la pollution atmosphérique dans les grandes villes. En matière, ça devrait plaire aux écolos, mais ils vont répondre immédiatement Ouïghours, 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 Oui, oui. quand on leur dit que le premier pays du monde en matière d'énergie renouvelable, c'est la Chine. Eh ben oui, c'est comme ça. Donc, je dis à nos auditeurs, ils doivent déjà le faire parce que s'ils nous regardent, c'est le cas. Allez sur YouTube, vous avez plein de choses et c'est vertigineux. Où en sont les Chinois? Parce qu'il y a un vrai décalage. Je voyais récemment une petite vidéo, j'en ai parlé avec Bruno, où c'était quelqu'un qui revenait, qui manifestement avait été en Chine comme un touriste et qui disait quand on quitte la Chine et qu'on revient en France, c'est on quitte un pays développé pour aller dans un pays du tiers-monde. N'exagérons pas sur le caractère pays du tiers-monde de la France. On n'y est pas encore, on y va. Hein. Bien, donc voilà pour ce qui concerne la situation. Donc grand bond en avant, je reprends mon expression, elle est commode. Deuxième question. Alors ce système que tu viens de commencer à nous décrire avec le rôle du Parti communiste est un système de capitalisme d'État, de capitalisme néolibéral ou de socialisme. Je connais tes positions, je les ai lues, hein, donc avec plaisir, je te passe la parole. Oui, alors c'est vrai qu'il y a trois interprétations et que tu les as parfaitement résumées. Il y a ceux qui disent c'est un capitalisme pur et dur, parfois même qui rajoutent pire que les autres. Alors là, bon. Il y a ceux qui disent c'est un capitalisme d'État. Alors c'est un peu plus subtil et ça mérite discussion. Moi, je ne blâme pas ceux qui disent ça. Je pense qu'ils se trompent, mais ils ont des arguments. Puis il y a ceux comme moi qui pensent que c'est un socialisme en construction, un socialisme aux caractéristiques chinoises, qui en est seulement à son stade primaire. Alors je m'explique. D'abord, laissons de côté la première interprétation parce qu'elle me paraît tellement contraire à la simple matérialité des faits que c'est peut-être pas la peine de perdre du temps. Par contre, la deuxième interprétation, à savoir la Chine est un capitalisme d'État, mérite discussion. Elle mérite discussion parce que, il faut rappeler quand même les origines de cette expression, c'est Lénine qui l'a inventée en 1918, et c'est une analyse qu'il va faire pratiquement jusqu'à sa mort. Enfin, les derniers écrits de Lénine, c'est 1923. Il dit, bon voilà, on est dans une situation telle dans la Russie des soviets qu'il va falloir utiliser tous les moyens à notre disposition, faire feu de tout bois, et on va se contenter dans un premier temps de mettre en place un capitalisme d'État qui est l'antichambre du socialisme. Alors il le définit comme un capitalisme parce qu'il y a encore dans l'économie russe de l'époque une prédominance à côté d'autres modes de production du mode de production capitaliste, et parce que l'État va se contenter dans un premier temps, puisqu'il n'a pas encore créé les structures d'une économie socialiste, de coordonner, de diriger d'en haut et de planifier un petit peu l'activité de tout le monde. Bon. Alors dire que la Chine aujourd'hui correspond à ça, ce qui est la grille de lecture de ceux progressistes ou marxistes qui emploient en général le terme de capitalisme d'État quand ils viennent de la gauche, quoi, ou de l'extrême gauche. C'est à mon avis faire une confusion. Dans la mesure où ce stade du capitalisme d'État a existé en Chine, d'ailleurs Mao Zedong l'a dit, c'était entre 1949 et 1953. Voilà. Mao a dit dans un premier temps, on va avoir une sorte de capitalisme d'État parce que l'économie va rester, bah, par la force des choses, pendant un certain temps, une économie à prédominance du mode de production capitaliste et dans l'agriculture du mode de production familial. Il y a eu ensuite la collectivisation qui a transformé complètement les structures de la formation sociale chinoise. Hein. On a fait une formation sociale extrêmement socialisée, un peu bureaucratisée aussi, il faut le dire. Et puis, les Chinois, à partir de 1978, hein, je ne reprends pas tout l'historique qu'on a fait par ailleurs, ont décidé de modifier le système économique, de changer de cap en matière de paradigme économique, mais sans renoncer à la construction du socialisme. C'est-à-dire que les fondamentaux du socialisme ont été préservés. Alors quels sont ces fondamentaux? Quels sont ces piliers ou ces pierres d'angle du socialisme chinois qui ont été non seulement maintenus, mais développés? Ben, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, on l'a vu tout à l'heure, la direction du développement économique par un État planificateur. Ça, quand ça s'inscrit dans le long terme, c'est plus simplement un capitalisme d'État, qui n'est qu'une solution transitoire.
il y a déjà une première contradiction entre le fait de dire que la Chine est un capitalisme d'État, alors que la planification socialiste en est en quelque sorte le moteur dans le domaine économique. Première difficulté. Deuxième difficulté, bah, c'est aussi le fait que dans le système chinois, il y a une prédominance de ce que j'appelle le secteur socialisé, prédominance du mode de production socialisé, c'est-à-dire les entreprises d'État. Tout ce qui relève de l'activité économique, mais dont le capital est détenu par la puissance publique, et où il n'y a donc pas de rapport capitaliste entre l'employeur et les employés. Ou alors il faut me démontrer que quand on travaille dans un service public, dans la propriété publique, on est aussi un travailleur exploité comme le travailleur des entreprises privées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport salarial, entendons-nous bien, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et puis surtout, l'entreprise d'État n'a pas d'actionnaire privé rémunéré, elle n'a pas vocation à faire du profit, en tout cas pas fondamentalement, en tout cas quand elle en fait, ses profits sont réinvestis. Et donc, on n'a pas du tout le même mode de production que, effectivement, lorsqu'on a affaire à un secteur économique qui est de type capitaliste. À partir du moment où tous les secteurs clés de l'industrie, tout le secteur financier, j'insiste, toutes les banques quasiment, sont entre les mains d'entreprises d'État, on ne peut pas parler d'un système capitaliste. Donc déjà, il est un peu gênant de parler de capitalisme d'État si on veut bien admettre que le mode de production socialisé étant dominant, on n'a pas affaire à une formation sociale qui est à dominante capitaliste. Sauf à tordre, à mon avis, l'interprétation en disant oui, mais si vous avez des entreprises capitalistes et avec un État fort, vous avez un capitalisme d'État. Oui, sauf que les entreprises capitalistes en Chine ne détiennent pas le pouvoir, justement. Elles n'ont pas d'action sur l'État. Le capitalisme, qu'il soit libéral ou capitalisme d'État, c'est un système économique et social dans lequel une classe possédante, les détenteurs privés de capitaux, d'accord, les capitalistes, en réalité exercent directement ou indirectement le pouvoir. C'est ça un système capitaliste. Et un système capitaliste d'État, la France en a connu un, c'était le régime gaulliste, qui fonctionnait très bien dans les limites de l'exercice. Puisqu'on avait un État planificateur qui a doté la France de ses joyaux industriels qui étaient le transport ferroviaire, l'aéronautique, le spatial et le nucléaire. Mais cet État stratège de l'époque gaulliste, ce capitalisme que certains qualifiaient de monopoliste d'État, a disparu avec la vague néolibérale. Et quand on regarde la France d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, puisque, comme dit Thomas Piketty, la richesse publique en France, elle est négative. Elle est à moins de 30%, puisque l'État a tout vendu et qu'il est endetté. À l'époque de Gaulle, il n'était pas endetté et il avait ses joyaux industriels qui relevaient du secteur public. Mais c'était un capitalisme d'État, puisque l'essentiel de l'économie, par ailleurs, était entre les mains de détenteurs privés de capitaux qui avaient quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, n'oublions pas que Georges Pompidou venait de la banque Rothschild, une certaine influence sur le fonctionnement réel de la formation sociale française à l'époque du gaullisme. Et la dernière preuve qu'on peut administrer de cette différence entre capitalisme d'État et socialisme à la chinoise, c'est que De Gaulle a été congédié. Lorsqu'il a engagé une réforme qui allait rogner les intérêts privés de cette classe dominante capitaliste, celle-ci lui a donné son congé. Et on se rappelle dans quelles conditions, en 1969, De Gaulle a dû quitter le pouvoir. En France, le Parti communiste, en France, De Gaulle a quitté le pouvoir. On a refermé la parenthèse du capitalisme d'État. En Chine, le capitalisme d'État, c'était les tout débuts de l'ère maoïste. On a collectivisé à outrance ensuite. Et ensuite, le Parti communiste chinois a décidé de construire un socialisme, voilà, dans la durée, qui n'est pas un capitalisme d'État, puisque les capitalistes n'y ont pas le pouvoir, puisque l'État planifie le développement de l'économie, puisque le mode de production socialisé représenté par les entreprises d'État y est dominant. Dernier point très important, il y a une pluralité de modes de production, effectivement, dans la formation sociale chinoise, sous la dominance du mode de production socialisé, entre les mains de l'État. Mais quand on regarde les autres modes de production, ils ne sont pas tous capitalistes. Alors bien sûr, il y a un secteur capitaliste. Il y a des entreprises capitalistes en Chine qui sont soit chinoises, soit étrangères. Et puis il y a l'énorme mode de production agricole qui est fondé sur l'exploitation familiale, qui n'a rien à voir avec le capitalisme. Même s'il y a une contradiction, effectivement, entre la propriété collective de la terre et le caractère privé du profit généré par l'exploitation agricole. Voilà, c'est vrai que tout ça repose sur des contradictions nouvelles qui ne sont pas celles d'un
d'une formation sociale capitalisme et d'une formation sociale socialiste, où le socialisme est en construction, il n'en est encore qu'à son stade primaire. Cette théorie du stade primaire est très importante. C'est la théorie officielle du Parti communiste chinois depuis 1987. Elle dit bien que nous sommes au début de la construction du socialisme. Et Xi Jinping a rappelé récemment que voilà, on aboutirait en 2049, hein, c'est quand même dans quelques temps, à un État socialiste puissant, beau, prospère et civilisé. Ah, ce sont les formules d'ailleurs dont certaines sont empruntées à la philosophie traditionnelle chinoise, mais c'est un autre sujet. La construction du socialisme, c'est une chose, le capitalisme d'État, c'est une autre chose. Et il me semble que tout ce que fait la Chine va le sens du socialisme. Dernier aspect qui est très important, ce sont les résultats. Quand vous avez un pays dans lequel les salaires n'ont cessé d'augmenter, où les conditions de travail ont été considérablement améliorées, où le niveau éducatif a été élevé dans des proportions inouïes par rapport à ce qu'était la Chine auparavant, quand vous avez des services publics performants dans le domaine des transports, de l'éducation, je dis de la santé, objectif 80 ans d'espérance de vie pour 1,4 milliard de Chinois. Où en sont les Indiens aujourd'hui, les habitants du Bangladesh, de l'Indonésie, du Brésil par rapport à ça? Eh Et oui, il des faut comparer. États-Unis. Et des États-Unis, bien naturellement. Il faut comparer ce qui est comparable. La Chine a réussi le tour de force en utilisant différentes formules, en se référant toujours à ce que disait Mao Zedong, repris par Deng Xiaoping et Xi Jinping, le primat de la pratique. Ça marche, donc c'est bien. Une idée vraie, disait Mao Zedong, c'est une idée qui est efficace, dont l'application donne des résultats. On ne peut pas dire que dans ce domaine, les Chinois aient toujours commis des erreurs. Ils en ont commis, c'est eux qui des erreurs, ce sont eux qui le disent. Mais ils se sont quand même plutôt bien rattrapés et aujourd'hui, ils ont trouvé une forme d'équilibre dynamique entre différents modes de production, différents régimes de propriété sous la houlette d'un État socialiste. Si ça, c'est du capitalisme d'État, voilà. Alors, petite remarque. D'abord, une rapide. Effectivement, la question du rapport au temps. Moi, quand j'ai fait mon premier voyage en Chine, c'était en 2014. C'était passionnant. Ça a été un choc quand même quand j'ai vu où ils en étaient. Et puis ça a été le contact avec une civilisation millénaire brillantissime. Mais j'avais pas finalement bien compris la Chine. Alors après, je me suis mis au travail, hein, me suis beaucoup informé, j'ai dévoré un certain nombre de bouquins et je pense avoir mieux compris euh, enfin certaines spécificités, pas tout, certaines spécificités de cette civilisation chinoise et le rapport au temps. C'est-à-dire que et par exemple, chaque changement de dynastie s'est produit dans des conditions en général voisines, avec des révoltes, avec des insurrections, etc. Et lorsque Xi Jinping a pris le pouvoir, quand je dis qu'il a pris le pouvoir, y compris avec la réforme constitutionnelle, hein, sur la fin de la limitation à deux mandats, et qu'il y a eu ces campagnes contre les tigres et les mouches, contre la corruption, je me suis dit, ben voilà, à ce moment-là, ils ont eu peur de que la dynastie communiste perde le mandat du ciel, ce qui arrivait aux dynasties précédentes lorsqu'elles devaient passer la main. Donc, effectivement, c'est un rapport au temps, c'est un rapport à la civilisation qui est quand même spécifique, passionnant et qui joue un rôle tout à fait important. Alors, petite question sur le capitalisme d'État, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est que cette critique du capitalisme d'État, d'abord, moi, les premières fois où je l'ai vu, alors il y avait le capitalisme monopoliste d'État, le fameux CME, hein, chez les Oui. communistes français avec les ouvrages de Bokhara. Bien, donc il y avait cette remarque de Jacques Marseille, qui fut communiste français, hein, et qui ensuite était passé bien dans le camp néolibéral, et qui disait à propos du gaullisme, de la France des Trente Glorieuses débouchant sur le gaullisme, c'était une Union soviétique qui a réussi. Justement, la critique capitalisme d'État, on la rencontre beaucoup chez les gauchistes, gauchistes au sens large, hein, Oui, et en oui, particulier chez les trotskistes, parce qu'il fallait bien disqualifier le socialisme réel, hein, oui. qui s'est effondré, soyons clairs, hein, je pense à l'Union soviétique et aux pays socialistes d'Europe centrale. Et l'accusation, c'était un capitalisme d'État, avec une nouvelle classe qui était la classe bureaucratique. Euh, Par rapport à ce modèle-là, alors c'est une critique que personnellement enfin c'est une analyse que je considère pas comme recevable, mais qu'est-ce que tu en penses donc de
chez ces gens-là, en plus, on voit bien, hein, Oui, oui. l'Union soviétique, c'était capitalisme d'État, comme la Chine. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'attitude classique, effectivement, de cette tendance idéologique de vouloir toujours dénigrer le socialisme réel, parce que s'il y a quelque chose qui ne serait pas à jeter dans le socialisme réel, s'il y avait du beau, bah, ça voudrait dire que tout ce que le trotskisme a cogité depuis au moins 1923 tombe à l'eau. Voilà, c'est clair. Donc, je dirais la raison d'être même de ce courant de pensée, c'est que le communisme, en fait, n'est qu'une idée pure, hein, qui plane comme ça magiquement au-dessus de la réalité, mais qui ne s'incarne jamais. J'ai écrit un article récemment où j'essaie d'expliquer qu'il y a une espèce de philosophie du malheur, hein, une espèce de culte du sacrifice chez ces gens-là qui estiment que de toute façon, toute révolution finit dans les sables mouvants de la trahison ou de la compromission. Parce qu'ils ne veulent pas voir, en fait, que dans toute construction socialiste, il y a des succès, il y a des échecs, et que tout cela s'inscrit dans le temps long, en fait, d'un long mûrissement, et non pas dans l'événement d'une rupture. On a la même contradiction dans la pensée de Badiou aussi. Il n'arrive pas à penser l'avènement du communisme ou du socialisme autrement que sur le mode d'un événement éruptif, et puis tout s'écroule, et puis on recommencera 50 ans plus tard. Non, non. C'est le temps long du mûrissement qu'il faut avoir présent à l'esprit lorsqu'on étudie ce qui se passe dans les pays socialisés. Le principal aujourd'hui, évidemment, c'est la Chine, mais je mettrai le Vietnam dans la même catégorie. À eux seuls, à eux deux, c'est 1,5 milliard de gens quand même, hein, 1,5 milliard d'êtres humains qui sont pris aujourd'hui dans ce vaste mouvement qui est celui de la construction d'un socialisme original, pas à pas, en inventant, évidemment, des voies nouvelles. Enfin, c'est jamais en marchant dans les pas de ses prédécesseurs, de manière mécanique, qu'on arrive à faire quelque chose. Et les Chinois, comme les Vietnamiens, inventent tous les jours quelque chose. Moi, je suis prêt à faire boire, en fait, la capacité d'invention du socialisme réel, contrairement à ce que la critique gauchiste veut nous faire croire. Au contraire, c'est cette capacité d'invention qui est incroyable. Et c'est pas en pratiquant l'anathème moral qu'on pourra comprendre ce qui se passe. Bien sûr que les Chinois sont conscients des contradictions dans lesquelles ils se débattent. Les communistes chinois savent très bien qu'il a fallu faire des concessions aux entreprises étrangères qui se sont installées en Chine parce qu'on avait besoin de transfert de technologie. Il a fallu aussi faire des concessions au capitalisme national parce qu'on avait besoin aussi de mobiliser les capitaux qui sont venus d'ailleurs pour une grande part des Chinois d'outre-mer. N'oublions pas que quand Deng Xiaoping crée les premières zones d'activité spéciale, hein, développement spécial, il attire en fait des capitaux qui, au moins à 50% dans un premier temps, viennent des Chinois d'outre-mer. C'est d'abord une affaire sino-chinoise, si j'ose dire, l'ouverture de la Chine. Ensuite, évidemment, des capitaux sont venus du monde entier. Mais il y a toujours eu cette capacité d'invention qui est le propre du socialisme réel. C'est-à-dire, effectivement, c'est quelque chose. Le socialisme n'est pas un résultat, même s'il a des résultats. C'est un processus. Une fois qu'on a compris ça, bah, on a compris dialectiquement, en fait, le développement de socialisme à la chinoise, qui invente tous les jours de nouvelles formules pour rendre la vie des Chinois plus agréable, meilleure. Il y a quelque chose qui est frappant dans les discours de Xi Jinping, c'est l'accent mis sur la qualité de la vie. Il dit ça sert à rien d'être le nez sur le guidon là du taux de croissance du PIB. Bon, c'est important, mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la croissance qualitative. Supprimer la pollution atmosphérique dans les grandes villes, permettre aux gens de bien se faire soigner. Le nombre de lits d'hôpitaux en Chine sous Xi Jinping a été multiplié par 2. Et il va encore être augmenté au cours du 15e plan. Ça, c'est du concret. Quand on va en Chine, on voit des centres de santé partout. Bon, il y a les grands hôpitaux publics, mais il y a des centres de santé qui relèvent d'une économie mixte qui sont partout. Les Chinois voient bien les résultats en fait de ce socialisme aux caractéristiques chinoises. S'il plaît à certains de le nommer capitalisme d'État, bon, qu'ils le fassent, mais ça ne change rien à la réalité. Les Chinois construisent un socialisme original qui aujourd'hui tire sa légitimité de ses résultats, de ses réalisations concrètes. Et il n'y a pas d'autre critère, à mon avis, en matière de développement que les réalisations concrètes. Alors, avant de te poser la dernière question,
enfin la dernière pour cette occurrence-là, hein, parce qu'on y reviendra. Tout ça est tout à fait passionnant. Petite remarque concernant Badiou. Effectivement, cet article que tu as publié il y a quelques jours, tu reviens et puis on en avait déjà parlé entre nous sur ce rapport de Badiou, par exemple, à la révolution culturelle, sur l'événement, hein, l'événement socialisme ou l'événement communisme. Ça me renvoie, et je trouve que j'avais trouvé confusément que ça avait un caractère religieux. Et un petit peu, quand on lit son Saint Paul, qui est un bouquin remarquable, hein, sur Saint Paul, le Ouais. fondateur de la religion chrétienne, il utilise cette expression. Il dit, pour Paul, ce qui justifie l'homme, c'est la foi dans l'événement Christ, qui est un Tout à fait. événement qui ne se prouve pas. Ah bon, c'est joli. Donc finalement, ce qui justifie le maoïste, mode à la mode Badiou, hein, de l'époque, parce Oui, que oui, c'était tout à fait. n'importe quoi, hein, c'est finalement la foi dans l'événement communisme, hein. Oui, oui. Et voilà. Et Bon, d'ailleurs, alors Badiou. dernier point. Oui, vas-y, réponds sur Badiou, Oui. vas-y, vas-y. D'ailleurs, Badiou lui-même dit, je le cite dans mes livres, je crois au miracle. Il le dit. Je crois au miracle. Et d'ailleurs, il a dit aussi un jour, voilà, Heidegger a écrit Être et temps, Sartre a écrit L'être et le néant, et Badiou lui a écrit L'être et l'événement. Tout est là, en fait. Dans l'ontologie de Badiou, ce qui est premier, c'est la notion d'événement qui survient comme ça, et qui retombe comme un soufflet après, puis on recommence que 50 ans après. Il dit, voilà, il y a eu la Commune de Paris, il y a eu 1917, et puis il y a eu la Révolution culturelle, hein, la Commune de Shanghai, et puis voilà, et puis maintenant, tout ce qui se passe en Chine ne vaut rien. C'est une conception, en fait, à mon avis, complètement éthérée, abstraite et hors sol de ce que c'est véritablement qu'une révolution socialiste. C'est-à-dire un processus de long terme qui agit sur les structures, dans la difficulté, dans la contradiction. Ça s'appelle l'histoire avec un Ça H s'appelle majuscule. l'histoire avec cette dimension qui est aussi celle du tragique de l'histoire. Tout Voilà. à fait, et dialectique. Ouais. Ça, bon, Badiou, je veux dire, à la limite, on peut y trouver parfois une certaine poésie, mais tout ceci est très agaçant et ne débouche pas sur grand-chose d'autre que des fonctionnements germano-pratins qui n'ont pas grand intérêt. J'ai cette caractéristique d'avoir connu le maoïsme français. Je veux dire, ok, d'accord, bah, il ne s'en est jamais extirpé, ce qui est quand même extraordinaire, parce que c'était quand même une bêtise sans nom. Enfin, quand je dis une bêtise en action, euh, 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 les, 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 euh, d'ailleurs que tous ces gens-là aient ensuite basculé dans le soutien à l'Empire, dont Glucksmann et le père, hein, Ouais. et l'expression la plus achevée, enfin bon. Donc, alors, ce que tu nous décris, c'est quand même pour le capitalisme, le vrai, et le système néolibéral, qui, après la chute de l'Union soviétique, a pu finalement conduire la globalisation comme la forme moderne de sa domination, c'est un sacré défi. C'est un Ouais. sacré défi. Et on a tendance, dans l'expression, euh, à laquelle on est confronté, à considérer que finalement c'est un combat d'un nouvel impérialisme qui veut mettre en cause l'impérialisme existant et prendre sa place. Donc la Chine, mon cher Bruno, est-elle un pays impérialiste? Tu viens de nous dire que c'était un pays socialiste. On a Mhm. commencé en disant qu'ils étaient en train de faire et de réussir probablement un grand bond en avant. Euh, Est-ce un pays impérialiste? Et ça, on l'entend beaucoup, et c'est une des critiques qui est faite, y compris par des gens de bonne foi, y compris Oui. par des gens de, entre guillemets, de vraie gauche. Voilà, c'est un pays impérialiste, et par conséquent, il est critiquable, voire condamnable. Alors, comme pour le capitalisme d'État, l'idée que la Chine serait un pays impérialiste mérite discussion, hein. Je ne dis pas que les gens qui disent ça n'ont aucun argument. Ils ont des arguments, mais
À mon avis, ces arguments, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas recevables. De même que pour le capitalisme d'État, leur argumentation n'est pas recevable parce que ce n'est pas la classe capitaliste qui a le pouvoir en Chine, hein, pour dire les choses très clairement. C'est un pays où il y a des capitalistes qui se tiennent à leur place, mais ce n'est pas un pays capitaliste. De même, je pense que la Chine, elle a aujourd'hui un rayonnement économique, euh, commercial, et même d'une certaine façon idéologique. Voilà, même si le soft power chinois est encore relativement embryonnaire, qui est sans précédent. C'est la première fois que la Chine, en fait, rayonne sur le monde. Elle a été la première puissance économique du monde au XVIIIe siècle, mais elle était fermée sur elle-même. Parce que l'Empire Qing ne voulait pas se mêler des affaires des autres, ne voulait pas que les autres se mêlent de ses affaires, et n'était pas particulièrement branché sur le commerce international. Il existait, mais enfin, ce n'était quand même pas sa priorité. Aujourd'hui, la Chine est un pays qui s'est ouvert au monde, qui a fait d'ailleurs de la réforme et de l'ouverture, je dirais, l'axe principal de la nouvelle phase de son développement, depuis les années 80-90. Et cette ouverture a donné à la Chine une influence internationale qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Alors une influence qui se décline effectivement essentiellement sur le plan économico-commercial, puisque la Chine est le principal partenaire commercial de la grande majorité des pays du monde, d'accord? Et parce que la Chine, deuxièmement, au-delà de son rôle décisif dans le commerce international, est un pays qui investit, directement ou indirectement, à l'étranger, en construisant les fameuses infrastructures relevant du grand programme Ida-Ilou, hein, la ceinture et la route. Et c'est là-dessus, en général, que s'apesantissent ceux qui disent que la Chine est impérialiste. L'opération des nouvelles routes de la soie, la ceinture de la route, en fait, est une vaste opération par laquelle la Chine veut repeindre le monde aux couleurs de la Chine, veut instaurer une hégémonie chinoise sur le monde qui dame le pion à l'hégémonie déclinante des États-Unis, et remplacer donc un impérialisme qui est plutôt en déroute par un impérialisme qui, lui, est plutôt à la hausse. Je pense qu'il y a une erreur d'appréciation sur la nature même de ce projet, qui est plus qu'un projet aujourd'hui, puisqu'on est à plus d'une dizaine d'années de réalisation, à ce vaste programme qui est celui de la ceinture et de la route. Pourquoi? Quand on regarde concrètement comment ça se passe, très concrètement, ça passe par des accords bilatéraux entre la Chine et des États souverains. Tous les pays d'Afrique, sauf un, je crois que c'est Swaziland, ont signé un traité bilatéral avec la Chine. Aucun de ces pays n'a été contraint de le faire. Il l'a fait parce que les dirigeants de ce pays, qui sont bons ou mauvais, ça c'est une affaire intérieure de chacun de ces pays, estiment qu'il y a quelque chose à faire avec la Chine. On pourrait faire le même raisonnement pour la plupart des pays d'Amérique latine, d'Asie et même d'Europe. Il y en a quand même une dizaine qui ont signé un traité avec la Chine. Donc la proposition chinoise n'est pas imposée dans le cadre d'une espèce d'hégémonie politico-militaire comme celle des États-Unis, par exemple. Hein, L'Afrique n'est pas devenue l'arrière-cour de la Chine comme l'Amérique latine a été pendant longtemps, et elle est encore dans une certaine mesure l'arrière-cour des États-Unis, mais elle a été proposée par un État souverain à d'autres États souverains dans un cadre bilatéral d'égal à égal. Ça, c'est fondamental, parce que la jeunesse du projet, elle repose là-dessus. Deuxièmement, quel est le contenu de ce projet? Qu'est-ce que font les Chinois quand ils signent un traité bilatéral avec un pays dans le cadre des nouvelles routes de la soie? Ben, ils construisent. Ils démolissent pas comme d'autres, hein. Ils construisent. Ils construisent quoi? Des infrastructures civiles indispensables au développement de ces pays et indispensables à leur industrialisation. Parce que la Chine ne veut pas perpétuer la sous-industrialisation de ses partenaires africains notamment. Elle veut les aider à s'industrialiser. Les dirigeants chinois sont très clairs là-dessus. On préfère avoir des partenaires qui se développent, qui s'industrialisent, que des partenaires qui restent indéfiniment à la traîne de l'industrialisation. Or, sans industrialisation, il n'y a pas de souveraineté. On le sait bien en France, puisqu'on a perdu notre souveraineté en même temps que notre industrie. Ça, c'est très important. Quand la Chine construit des parcs industriels, quand elle construit des lignes de chemin de fer à grande vitesse, quand elle construit des centrales électriques, quand elle construit des centres de télécommunications, la Chine a installé la 5G dans toute l'Afrique. Bon, elle aide ces pays à se développer. Alors bien sûr, c'est dans le cadre des régimes socio-économiques existants. Les pays d'Afrique, pour l'immense majorité, sont des pays où il y a effectivement une classe au pouvoir qui vise aussi ses intérêts particuliers. Ça, la Chine n'y peut rien et on n'y pourra jamais rien de ce point de vue-là. La Chine ne peut pas
et n'a pas du tout l'intention de transformer à l'intérieur même les pays avec lesquels elle contracte. Et ça, c'est très important, c'est le troisième point. Je construis des infrastructures civiles chez vous parce que j'y trouve mon intérêt, on va voir pourquoi, mais je ne m'ingère pas dans vos affaires. Contrairement au consensus de Washington, la formule magique du néolibéralisme, qui a été infligée à un certain nombre de pays en développement dans les années 70-80, le consensus de Pékin, lui, n'impose rien. Quand les Chinois investissent, c'est-à-dire concrètement prêtent de l'argent à un État pour que cet État finance des travaux qui sont réalisés à 50% par des entreprises chinoises, c'est comme ça que ça se passe, la Chine n'impose aucune contrepartie quant à la politique économique et financière de ces pays. Elle ne leur impose pas, comme le fait le FMI, la dérégulation financière, la suppression des subventions aux produits de première nécessité, la privatisation des entreprises publiques, la diminution ou la suppression des impôts sur le capital. Ça, c'est le consensus néolibéral de Washington qui a plombé l'économie d'un certain nombre de pays en développant. La Chine fait tout le contraire. Elle dit votre politique économique intérieure, c'est votre affaire. Par contre, nous, on fait du partenariat d'égal à égal. Je construis une ligne à chemin de fer. Elle sera construite par les entreprises locales en partenariat avec des entreprises chinoises sur la base d'un financement apporté par une banque publique chinoise. D'accord? Dans des conditions qui sont des conditions, je dirais, qui n'ont rien de strictement favorables à la Chine, mais qui sont également, je dirais, favorables aux deux partenaires. Et c'est tout. Et je n'interviens pas dans vos affaires. C'est la réussite de ce système qui explique que 153 pays dans le monde, dont des très grands pays, ont accepté l'offre chinoise. Ce n'est pas du tout la contrainte exercée par la Chine, qui n'a aucun moyen ni aucune envie d'exercer quelque contrainte que ce soit sur ses partenaires. Quand je dis aucun moyen, rappelons que la Chine n'a qu'une base militaire à l'étranger, à Djibouti, quand les États-Unis en ont 800. Donc il n'y a pas du tout d'équivalence ou d'équation à faire entre l'impérialisme états-unien, sur lequel on ne va pas s'étendre, tout le monde sait de quoi il retourne, et ce prétendu impérialisme chinois qui n'existe pas. Il y a un partenariat mondial construit pas à pas par la Chine avec ses partenaires sur la base d'une relation égalitaire. Alors bien évidemment, c'est vrai que l'influence économique de la Chine exercée dans certains pays crée une relation asymétrique. C'est évident qu'entre la Chine et le Laos, où les Chinois construisent beaucoup de choses d'ailleurs, notamment un magnifique hôpital dont j'ai vu la photo dernièrement, évidemment, c'est pas, on joue pas dans la même catégorie et pourtant on travaille ensemble. Alors est-ce que la Chine colonise le Laos? Non, elle respecte sa souveraineté. Elle construit des infrastructures dont le Laos a besoin. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Chine? Ben, bien sûr. Et c'est le point sur lequel il faut insister aussi. Les Chinois, enfin, il n'y a pas beaucoup de philanthropes dans le monde, hein, ou de gens qui ne feraient que de la philanthropie. Les Chinois savent que ce qu'ils font est dans l'intérêt des pays partenaires, et c'est la raison pour laquelle les pays partenaires acceptent de travailler avec la Chine, mais ils savent aussi que c'est dans leur intérêt, parce que c'est évidemment une, euh, ce système offre des débouchés considérables aux entreprises chinoises qui ont acquis un grand savoir-faire d'abord à l'intérieur du pays et aux banques chinoises qui voient leur activité évidemment démultipliée à l'international, sachant que dans la plupart des cas, ce sont des banques publiques qui n'ont pas à rémunérer des actionnaires privés dont la cupidité ferait qu'on faudrait leur servir du 15% tous les ans, comme c'est le cas des banques commerciales occidentales ou japonaises qui pratiquent ce genre de choses. Dernier point, ce système n'a pas généré le fameux surendettement des pays en développement. D'abord parce que la Chine ne représente que 20% de l'endettement global des pays en développement. Alors c'est un peu plus important si on se réfère uniquement au continent africain. Tout le reste, c'est des banques commerciales hein, qui se font du fric avec les pays en développement, ou alors les organismes multilatéraux comme le FMI, la Banque mondiale, etc., qui n'ont rien à voir avec la Chine. Il y a donc, pour résumer en deux mots, non pas un impérialisme qui est, s'il existait, serait de nature prédatrice et assorti évidemment d'un volet militaire, mais au contraire une politique de partenariat mondial sans aucun volet militaire. La Chine ne fait la guerre à personne, en tout cas depuis 1979 à la frontière vietnamienne, elle n'a participé à aucun conflit armé, elle n'a pas l'intention de le faire, et tout son appareil de défense a une vocation défensive et non pas offensive ou expansionniste. Si on ne prend pas en compte ces données, qui sont des données factuelles, évidemment, on confond tout et on dit la Chine est impérialiste. Alors, c'est effectivement une nouvelle façon d'être dans le monde que cette puissance chinoise.
que je considère comme positive pour la marche du monde. D'abord, elle est identifiée comme par hasard par l'hégémon comme étant son adversaire principal, c'est tout à fait incontestable. Et je veux dire, cette perception et cette contradiction, cette perception par l'hégémon et cette contradiction sont en train de bouleverser la marche du monde. Ça, c'est tout, c'est vrai. Donc, il y a une appréciation positive pour les peuples d'ailleurs. Hein, et actuellement, ce qui se passe en Iran, tout le monde sait bien que discrètement, mais que la Chine, la Russie aussi, la Chine soutient l'Iran. Donc, simplement. Moi, j'ai des souvenirs et je sais que ils sont partagés par beaucoup. C'est que on a connu une autre période. Alors, quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, j'ai pris parti contre la guerre par procuration menée depuis déjà longtemps, au moins 2014 avec le coup d'État de Maïdan, par les États-Unis et par l'OTAN. Alors, on me disait, oui, vous êtes pro-russe. Et je répondais, c'était une pirouette, mais qui n'était pas tellement une pirouette. En fait, non. J'utilise ma russophilie comme d'un masque pour mon pro-soviétisme, la réalité de mon pro-soviétisme. Bon, petite astuce, mais qui s'enracine dans une expérience particulière. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tout le processus et la victoire soviétique sur le nazisme, et des alliés, bien sûr. Tout le processus de décolonisation s'est déclenché. Et dans tous ces combats qui ont été menés, meurtriers, difficiles, horribles pour certains, on a oublié, mais il y a eu le massacre des communistes indonésiens. On est entre 500 000 et 700 000 personnes assassinées. Hein, Ouais. et puis naturellement la guerre du Vietnam, les dictatures dans le cône américain et le cône sud-américain. Ce que je peux dire, c'est que dans toutes ces années, les soviétiques étaient toujours du bon côté et ont toujours aidé. Et ont toujours aidé. La fin de l'apartheid en Afrique du Ah oui, Sud, hein, complètement. grâce à Cuba, mais Cuba naturellement aidé par les soviétiques, partout les Ouais. soviétiques étaient du bon côté. Alors on va me dire, ah oui, mais quand ils sont intervenus en 68 en Tchécoslovaquie, c'est parfaitement exact. Il y Oui, avait bon. cette notion de glacis, cette théorie bizarre de souveraineté limitée, qui était parfaitement, qui avait un objectif fonctionnel Oui, qui de était protection, inadmissible. Oui. stratégie défensive, mais il n'empêche quand même que dans moi, personnellement, tous ces engagements que j'ai eus dans ma vie, Amérique latine important, mais pas seulement, les soviétiques étaient toujours du bon côté, mais activement. Activement, Mm. ils aidaient. Donc aujourd'hui, c'est pas comme ça que les Chinois interviennent. C'est pas que c'est pas comme ça que la stratégie chinoise est positive pour les peuples, parce que je pense qu'elle l'est, mais c'est assez différent. Alors moi, je peux avoir une certaine nostalgie de cette finalement période assez simple hein, où il y avait des bons et des méchants. Ah, des bons, les soviétiques, oui, 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 oui. Mais on en reparlera à d'autres occasions. Alors, ils étaient capables de faire d'énormes conneries. Ils avaient des côtés parfois détestables. Les Russes ne sont pas des gens commodes, hein, je crois pas. Donc, mais voilà. C'est pour ce qui concerne ce qu'on peut attendre de la Chine et ce que certains attendent, ce qui permet de la disqualifier d'ailleurs. Regardez, elle aide pas. Regardez, ils ont Oui, laissé mais tomber le Venezuela, tout ce genre de conneries. Bon, mon cher Bruno, c'était passionnant et je pense que c'est et puis on a tenu à peu près le cadre très bien. chronologique qu'on avait choisi. Donc, on va vous saluer et vous dire à bientôt parce qu'on va continuer. On va continuer ce travail. C'est extrêmement important. C'est aussi une bataille idéologique au sens large qui se mène sur ces questions chinoises. Il y a tout un discours de disqualification, État dictature, État illibéral, État génocidaire des Ouïghours. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il faut mener ce combat. Mener ce combat, celui de la réalité, celui de la vérité. Et je pense que bon, bah, on va poursuivre. C'est pas facile, parce qu'on est minoritaire, mais
je pense que les choses quand même évoluent. Les choses évoluent parce il y a quand même finalement, grâce à la mondialisation, grâce à la communication, le réel arrive à s'insinuer, y compris là, à s'insinuer dans nos pays qui appartiennent, parce qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire, qui appartiennent à l'Occident en déclin. Bon, eh bien, écoutez, chers amis, à très bientôt. Salut Bruno. À très bientôt aussi.